Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer l'exercice 3 du sujet 1 d'Amérique du Nord, mai 2025, avec des affirmations en géométrie dans l'espace. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé corrigé en format PDF, ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths spécialité et de maths experte notamment. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé, ça m'encourage à continuer. D'ailleurs, je remercie ceux qui l'ont fait récemment. Éventuellement, m'envoyer un message. L'énoncé pour chacune des affirmations suivantes indiquer si elle est vraie ou fausse. Chaque réponse doit être justifiée. Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. L'espace est rapporté à un repère orthonormé au vecteur i, vecteur j, vecteur k. On considère la droite D dont une représentation paramétrique est x égale 3 moins 2t, y égale moins 1, z égale 2 moins 6t, où t appartient à grand R, l'ensemble des réels. On considère également les points suivants, A de coordonnées 3 moins 3 moins 2, B de coordonnées 5 moins 4 moins 1, C le point de la droite D d'abscisse 2, H le projeteur orthogonal du point B sur le plan P d'équation x plus 3z moins 7 égale 0. Affirmation 1, la droite D et l'axe des ordonnées sont deux droites non coplanaires. Affirmation 2, le plan passant par le point A est orthogonal à la droite D a pour équation cartésienne x plus 3z plus 3 égale 0. Affirmation 3, une mesure exprimée en radians de l'angle géométrique BAC est pi sur 6. Affirmation 4, la distance BH est égale à racine carrée de 10 divisé par 2. Bien évidemment, l'idéal, c'est de chercher ces questions avec feuille et stylo. La correction, en ce qui me concerne, dans quelques instants. Affirmation 1, la droite D et l'axe des ordonnées sont deux droites non coplanaires. Alors, la droite D a pour représentation paramétrique x égale 3 moins 2t, y égale moins 1, z égale 2 moins 6t. On peut dire qu'un vecteur directeur de U est en fait un vecteur de coordonnées à moins 2. Il suffit en fait de prendre les coefficients devant le nombre t. Alors dans la deuxième ligne, en fait, c'est 0t. Donc on va prendre comme coefficient 0. Et puis pour la cote du vecteur U, eh bien on prend le coefficient moins 6. Donc le vecteur U est un vecteur directeur de la droite D. Alors on pourrait donner aussi un point qui appartient à la droite D. En prenant t égale 0, par exemple, vous avez directement le point de coordonnées 3 moins 1, 2. Bon, ici je ne vais pas m'en servir, je crois. Alors là, j'ai oublié vecteur directeur de la droite D. Et puis, si on considère l'axe des ordonnées que j'ai appelé OJ, en considérant que cette droite OJ, le point J, c'est le point correspondant à OJ à mazette OJ égale J, vecteur OJ égale vecteur J, eh bien la droite OJ a pour vecteur directeur ce vecteur J de coordonnées 0, 1, 0. Alors pour voir la position relative de ces deux droites dans l'espace, on va commencer par regarder si elles sont parallèles ou pas. Alors il me semble à peu près clair que les vecteurs U et J ne sont pas collinaires. Alors si on veut le démontrer, montrons que U et J ne sont pas collinaires. Alors je l'ai peut-être pas fait dans la correction, tout simplement parce que ça peut paraître à peu près évident que le tableau constitué des coordonnées des vecteurs U et J n'est pas un tableau de proportionnalité. Je vous le ferai autrement après.
Alors, si on prend, pour commencer, le vecteur U, ses coordonnées, je vais les mettre en ligne, moins 2, 0, moins 6, et puis le vecteur J, en dessous, je vais mettre ses coordonnées, 0, 1, 0. Par exemple, si vous regardez le tableau moins 2, 0, 0, 1, qui est le tableau constitué par les 4 premiers nombres du tableau que vous avez sur la gauche, ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Car moins 2 multiplié par 1 n'est pas égal à 0 fois 0 en prenant les produits en croix. Bon, voilà, ça peut être une démonstration. Je vais vous en faire une autre quand même. Alors, on pourrait dire que les vecteurs U et J sont collinaires, si et seulement s'il existe un réel je vais appeler ER, par exemple, tel que U égale RJ. Ce qui va vouloir dire, alors je vais indiquer ici par une ligne, il existe un réel R tel que, que les coordonnées du vecteur U et du vecteur RJ sont égales, c'est-à-dire moins 2 égale R fois 0, c'est-à-dire 0, déjà on voit bien que ça c'est impossible. 0 égale R, et puis moins 6 égale 0 fois R, c'est-à-dire 0. Bon, c'est impossible. Et donc on en déduit que les vecteurs U et J ne sont pas collinaires. Donc les droites D la droite D et l'axe des ordonnées ne sont pas parallèles. Auquel cas, on peut affirmer que la droite D et l'axe des ordonnées sont ou bien séquentes ou bien non coplanaires, ce qui permettra de répondre à la question les droites sont-elles coplanaires ou pas, je me souviens plus très bien. Alors comment on va procéder? On va prendre des représentations paramétriques des deux droites et puis on va chercher l'intersection des deux droites. S'il y a un point d'intersection, la droite D et l'axe des ordonnées seront séquentes. S'il n'y a pas de point d'intersection, c'est que les droites D et l'axe des ordonnées seront non coplanaires puisqu'elles ne sont pas parallèles. Alors, on connaît une représentation paramétrique de la droite D, on va chercher une représentation paramétrique de l'axe des ordonnées, appelée OJ, et donc on peut dire que c'est par exemple x égale xo plus 0s, s appartenant à R. S va être le paramètre, alors qu'ici le paramètre c'était petit t pour la droite D. Donc y du point O plus 1s, z égale z2 plus 0s, puisque nous retrouverons les coordonnées ici devant S du vecteur J. Bon, XO, YO, ZO sont les coordonnées du point O, donc ça vaut 0, on va pouvoir gommer. Ce qui fait qu'en fait, on va obtenir 0, S et 0. Bon, intersection des deux droites.
Eh ben, un point M de coordonnées x, y, z appartient à l'intersection de ces deux droites. On va l'écrire comme ça, appartient à D inter J. Ben, si et seulement si, on va pouvoir dire que 3 moins 2t est égal à 0. Ensuite, on dira que moins 1 égale S. Et pour finir, que 2 moins 6t doit être égal à 0. Je vais l'écrire comme ça. 3 moins 2t égale 0. Et moins 1 égale S. Et 2 moins 6t égale 0. Donc on a 3 équations avec 2 inconnus qui sont t et s. Bon, avec la première équation, 2t égale 3, on va obtenir t égale 3 demi. Ensuite, on obtient s égale moins 1, et on obtient, avec 2 moins 6t égale 0, 6t égale 2, t égale 2 sixièmes, t égale 1 tiers. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, on ne peut pas avoir en même temps t égale 3,5 et t égale 1 tiers. 1 tiers n'est pas égal à 3,5. Donc c'est impossible. Ce système n'a pas de solution et donc on peut dire que D et OJ ne sont pas séquentes. Alors ces deux droites ne sont ni parallèles ni séquentes, donc elles vont être non coplanaires. D et l'axe ordonné sont des droites non coplanaires, l'affirmation 1 est vraie. Affirmation 2, le plan passant par le point A est orthogonal à la droite D pour l'équation cartésienne x plus 3z plus 3 égale 0. Alors, voilà comment j'ai procédé, c'est une façon de faire, il y a certainement d'autres, mais c'est donner un nom à ce plan. J'ai appelé le plan Q de l'équation cartésienne x plus 3z plus 3 égale 0. Et puis, on peut avoir facilement un vecteur normal au plan Q. Il suffit de prendre, pour coordonner, le coefficient de x qui est 1, le coefficient de y, il n'y en a pas, c'est donc 0, et puis le coefficient de z, c'est 3. Alors c'est une méthode qui me paraît assez intéressante, puisque on va voir qu'il y a ensuite deux choses à effectuer. Première chose, c'est de voir si ce plan Q passe par le point A, et ensuite de regarder si l'orthogonale à droite D. Donc, première chose, est-ce qu'on a bien XA plus 3ZA plus 3 qui vaut 0 ou pas? Donc, on va calculer, sachant que le point A pour coordonnées 3 moins 3 moins 2. Et donc, XA va 3, plus 3 fois ZA, c'est 3 fois moins 2, plus 3. Donc, on obtient 3 moins 6 plus 3, ce qui donne 0. Donc, on peut dire que le point A appartient au plan Q. Alors, on a écrit que Q a pour équation cartésienne x plus 3z plus 3 égale 0 et un vecteur normal, NQ, 1, 0, 3. La droite D a pour vecteur directeur U de coordonnées moins 2, 0, moins 6. Donc, il est à peu près clair que moins 2 NQ, c'est pour coordonnées moins 2, 0 et moins 6. Ce qui fait que le vecteur U est égal à moins 2 vecteur NQ, ce qui donne que les vecteurs U et NQ sont collinaires. Et donc ça veut bien dire que la droite D est orthogonale au plan Q.
Donc le plan Q d'équation cartésienne x plus 3z plus 3 égale 0 et le plan passant par le point A est orthogonal à la droite D. On va pouvoir dire que l'affirmation 2 est vraie. Alors un petit schéma qu'on aurait pu réaliser au départ pour avoir les idées, le plan Q, alors en fait il passe par un point A, ça on l'a démontré, là pour vecteur normal NQ, et puis la droite D, en fait un vecteur directeur que je n'ai pas tracé, que je vais tracer maintenant, par exemple le vecteur U, il peut avoir cette allure là. Et voilà, comme les vecteurs U et NQ sont collinéaires, la droite D est orthogonale au plan Q. Alors la droite D ne passe pas par le point A, ça on pourrait le vérifier. Bon. Affirmation 3. Une mesure exprimée en radians de l'angle géométrique BAC et pi sur 6. Alors l'idée vient du fait que par exemple, le produit scalaire des vecteurs AB et AC peut s'écrire distance AB multipliée par distance AC multipliée par cosinus BAC, ce qui fait qu'on pourra évaluer l'angle géométrique BAC. Si on connaît les coordonnées du vecteur AB et des vecteurs AC, on en déduira les distances et puis on aura aussi le produit scalaire. Alors on connaît A, 2 coordonnées 3 moins 3 moins 2, on connaît B, 2 coordonnées 5 moins 4 moins 1, donc pour avoir le vecteur AB, si on connaît bien sa formule de cours, abscisse du point B moins abscisse du point A, ordonnée du point B moins l'ordonnée du point A, donc moins 4 moins 3, moins 4 plus 3, et puis cote du point B moins la cote du point A. Si ça peut vous aider, je les amusais, vous appelez la ligne 1 les coordonnées de A, la ligne 2 les coordonnées de B, et en fait on calcule ligne 2 moins ligne 1. Bon. Et donc le vecteur AB, lui, a pour coordonnées 2, moins 1, 1. Bon, on connaît le point A, maintenant il s'agirait de connaître le point C, on va voir dans l'énoncé ce qu'on dit sur le point C. Alors on lui disait que le point C était le point de la droite D tel que son abscisse soit égale à 2, j'écris que ceci égale 2, et donc en fait ici on doit avoir 3 moins 2t égale 2. Ce qui va nous donner moins 2t égale 2 moins 3, c'est-à-dire moins 1, moins 2t égale moins 1, c'est-à-dire t égale 1,5. Et donc les coordonnées du point C, pour l'abscisse on sait que c'est 2, pour l'ordonnée on sait que c'est moins 1, et pour avoir la cote, il suffit de remplacer dans l'expression de z égale 2 moins 6t, t par 1,5, 2 moins 6 fois 1,5, 2 moins 3, donc on va obtenir moins 1. Ainsi, on va pouvoir calculer les coordonnées du vecteur AC. 2 moins 3 va donner moins 1, moins 1 moins 3, moins 1 plus 3 va donner 2, et moins 1 moins 2, moins 1 plus 2 va donner 1. Comme le vecteur AB a pour coordonnées 2, moins 1, 1, on sait d'après le cours qu'on peut calculer la distance de A à B au carré, qui est égale à l'abscisse au carré, plus l'ordonnée au carré, plus la cote au carré. Et donc on va avoir AB carré égale 4 plus 1, c'est-à-dire 6. Pour le vecteur AC, on procède de la même façon, donc la distance AC au carré, c'est moins 1 au carré, plus 2 au carré, plus 1 au carré. Et donc AC carré égale 1 plus 4 plus 1, ce qui nous donne aussi 6, ce qui fait que
La distance AB, c'est racine carrée de 6. La distance AC, c'est racine carrée de 6. On pourrait faire la remarque que le triangle ABC est isocèle en A. Bon, ça n'est une remarque que j'ai peut-être pas mis dans la correction d'ailleurs. Mais... Bon, maintenant on a les éléments aussi pour calculer le produit scalaire des vecteurs AB et AC. Alors, petite remarque, nous connaissons maintenant la longueur AB qui vaut racine de 6, la longueur AC qui vaut racine de 6. Donc, pour évaluer le cosinus de l'angle géométrique BAC, on a besoin du produit scalaire des vecteurs AB et AC. Alors, j'ai rappelé ce qu'on connaissait. Alors, le vecteur AB a pour abscisse 2 et le vecteur AC a pour abscisse -1. Donc, pour calculer le produit scalaire des vecteurs AB et AC, on va effectuer le produit des abscisses, multiplié par -1. Et on va ajouter le produit des ordonnées. Et on va ajouter le produit des cotes. Donc, le produit scalaire des vecteurs AB et AC est égal à -2, plus 1, ce qui va nous donner -3. Bon, alors en reprenant évidemment cette égalité, un peu un travail au brouillon là, mais bon, racine de 6, multiplié par racine de 6, multiplié par cosinus de l'angle BAC est égal à -3. Alors je vais gommer pour dire qu'ici on a quand même 6. Ce qui fait que le cosinus de BAC c'est -3/6, donc c'est -1,5. Et donc, l'angle géométrique BAC a pour mesure en radian 2π/3. Alors que pour l'affirmation, on disait qu'une mesure en radian de l'angle, la mesure en radian de l'angle géométrique BAC était π/6. On va pouvoir dire que l'affirmation est fausse. Donc, l'angle géométrique BAC n'est pas égal à π/6, l'affirmation 3 est fausse. Alors, si on voulait effectuer un tracé, on pourrait essayer de, par exemple, de construire ce triangle BAC. Évidemment, il faudrait tenir compte du fait que au sommet A, on a un angle de 2π/3. Le triangle BAC est tel que AB égale AC. Ce qui fait que si on cherchait par exemple l'angle en B, l'angle en C, eh bien il suffirait de d'effectuer pi moins 2π/3 et de diviser par 2. Donc pi moins 2π/3 c'est π/3, en divisant par 2 on obtient π/6. La somme des angles d'un triangle est toujours égale à pi radian. Bon, voilà. Rigolo. Affirmation 4, la distance BH est égale à racine carrée de 10 divisé par 2. Alors, d'après l'énoncé H est le projet orthogonal du point B sur le plan P d'équation x plus 3z moins 7 égale 0. Et on connaît les coordonnées du point B qui sont 5 moins 4 moins 1. On connaît donc un vecteur normal au plan P. Deux coordonnées, le coefficient de x c'est 1, le coefficient de y c'est 0, le coefficient de z c'est 3. On retrouve le vecteur NQ puisque les plans P et Q, me semble-t-il, sont en fait parallèles.
Donc un petit dessin, on a un point B, son projeteur orthogonal H sur le plan P, on a le vecteur NP. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir calculer la distance BH par exemple? Ce qu'on peut commencer par dire par exemple, c'est que tiens, le point H, je vais lui donner des coordonnées X, Y, Z qu'on ne connaît pas. Alors on pourrait essayer de calculer une représentation paramétrique de la droite BH, je ne vais pas le faire mais ça revient à peu près à ça. Ce qu'on peut dire, c'est que les vecteurs BH et NP sont des vecteurs collinaires. Ce qui fait qu'il va exister un certain réel que je vais appeler lambda, tel que vecteur BH égale lambda vecteur NP. Bon, on va utiliser cette égalité et puis ça nous permettra de trouver le réel lambda. Une fois qu'on aura les réels lambda, le vecteur NP, on connaît ses coordonnées, on pourra calculer en fait la norme du vecteur lambda NP qui est en fait la norme du vecteur BH, c'est-à-dire la distance BH. Alors sur la droite, vous pouvez voir que j'ai le vecteur NP de coordonnées 1, 0, 3, donc lambda NP c'est lambda 0, 3 lambda, c'est coordonnées. Le point B a pour coordonnées 5, moins 4, moins 1, et le point H a pour coordonnées X, Y, Z, donc le vecteur BH a pour coordonnées X moins 5, Y moins 4, ça fait Y plus 4, Z moins 1, donne Z plus 1. Et comme ces deux vecteurs ont les mêmes coordonnées, BH et lambda NP, ça veut dire qu'on va obtenir X moins 5 égale lambda, ensuite Y plus 4 égale 0, et Z plus 1 égale 3 lambda. C'est-à-dire X égale 5 plus lambda, Y égale moins 4, et puis Z égale moins 1 plus 3 lambda. Bon, voilà pour les coordonnées du point H en fonction de lambda, et nous on sait que le point H il appartient au plan P, donc on va utiliser une équation cartésienne du plan P. Donc comme le point H appartient au plan P, ses coordonnées vérifient l'équation cartésienne, et donc on va pouvoir dire que X plus 3Z moins 7 égale 0. Donc 5 plus lambda plus 3 fois Z, c'est-à-dire plus 3 fois moins 1 plus 3 lambda moins 7 égale 0. Et donc on aura 5 plus lambda moins 3 plus 9 lambda moins 7 égale 0. Alors, on obtient donc 10 lambda. 5 moins 3 moins 7, 5 moins 10, moins 5 égale 0. Et donc, si on veut 10 lambda égale 5. Donc, lambda égale 5 dixièmes, c'est-à-dire 1 demi. Bon, avec lambda égale 1 demi, on pourrait obtenir les coordonnées du point H. 5 plus 1 demi, moins 4, moins 1 plus 3 fois 1 demi. Et puis ensuite, calculer les coordonnées du vecteur BH et puis obtenir la distance BH. Je vais plutôt utiliser le fait que le vecteur BH, c'était lambda NP. Donc le vecteur BH, c'est 1 demi du vecteur NP, et donc la distance BH, c'est la norme du vecteur 1 demi de NP, et comme 1 demi est positif, ça va donner 1 demi de la norme du vecteur NP. Alors on connaît le vecteur NP, ses coordonnées c'est 1, 0, 3. Donc la norme du vecteur NP
je vais plutôt prendre au carré, égale 1 au carré plus 0 au carré plus 3 au carré, ce qui va nous donner 1 plus 9, 10. Et donc, la norme du vecteur NP, c'est racine carrée de 10. Ce qui fait que la distance BH, qui est la moitié de la norme du vecteur NB, c'est BH égale 1/2 de racine carrée de 10. Donc BH, c'est bien racine carrée de 10 sur 2, donc l'affirmation 4 est vraie. BH égale racine carrée de 10 divisé par 2, l'affirmation 4 est vraie. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle soirée, en fait, parce qu'il est 18h46, nous sommes le 26 mai 2025. Que la force soit avec tous les étudiants et notamment les lycéens de terminale qui doivent passer leur épreuve de maths, de spécialité, dans les jours qui viennent. Surtout, prenez bien soin de vous et que classiquement, je vous dis au revoir.